Bonjour à tous. On va laisser entrer les derniers, même s'il n'y a plus de place, hein, Devant là, un petit peu comme les enfants, vous pouvez vous mettre par terre si vous voulez. Il y a de la place. Voilà, vous êtes devant la télé, c'est parfait. Bonjour à tous. Le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de dresser les grandes tendances de l'année qui vient de se terminer, l'année 2017, et essayer au regard de ce qui s'est passé sur l'année 2017, essayer de tirer un peu des tendances long terme aussi. On est sur une année qui est globalement le prolongement de ce qui s'est passé les années précédentes, mais on est aussi sur une année sur laquelle on commence à voir des signaux faibles devenir plus que des signaux faibles en réalité. Je parle bien sûr de toutes les tendances bio, éco, etc. qui commencent vraiment à avoir du poids dans la grande consommation. Donc l'univers qu'on va décrire aujourd'hui, c'est vraiment l'univers de la grande distribution, de la grande consommation, et puis essayer de tirer un petit peu le vrai du faux avec de la data, des chiffres. Alors je mettrai, je ne sais pas comment, la présentation à disposition, et c'est filmé, et ce sera disponible. Donc vous pourrez avoir tous les éléments après, c'est pas la peine de prendre chaque slide en photo, on vous les donne à la fin de la présentation, ou demain, ou après, je ne sais pas exactement comment. On va faire 3 parties. Alors à la base, c'est une présentation qui est censée durer 2 heures, donc on va la condenser en 1 heure. Si vous avez des questions derrière, je suis disponible et on pourra en parler évidemment. Le contexte global, au-delà de ce qui se passe dans les PGC, au-delà de ce qui se passe dans la grande distribution, c'est quand même un contexte qui s'améliore. Et on va voir que ça peut avoir une incidence notamment sur la consommation, et on va essayer de voir comment. Il y a quand même des sources de recul, notamment les grands HM, notamment les produits de marque MDD, et puis un certain nombre de catégories. Alors on a ciblé ici, où on a focusé sur l'hygiène beauté. C'est vrai que l'hygiène beauté fait partie de ces catégories qui souffrent actuellement en grande distribution. On terminera, parce qu'on avait envie de terminer effectivement cette présentation sur une partie positive, une partie de comment gagner en valeur, comment continuer à gagner en grande distribution, avec des axes qui sont des axes assez traditionnels finalement, hein. C'est les 4 P, c'est le prix, la promotion, l'assortiment, l'innovation. Et vous dire effectivement tout le poids que peut avoir l'innovation et l'offre globalement dans la valorisation des marchés. Alors effectivement, on est sur un contexte qui s'améliore. Je ne vais pas faire pour mon prof d'éco ou de macroéconomie, mais si vous avez lu la presse un petit peu dernièrement et si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe en France, c'est assez simple de voir qu'effectivement, il y a un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques qui sont plutôt positifs. On est sur une croissance du PIB qui n'a jamais été aussi forte depuis un certain nombre d'années. On est sur le chômage qui recule, les investissements qui sont en progression, un pouvoir d'achat qui augmente. Alors attention, hein, le pouvoir d'achat qui augmente, c'est une moyenne. On va le voir par la suite que la manière de consommer notamment et la croissance, elle n'est absolument pas la même en fonction des populations. Il y a des populations qui souffrent encore beaucoup, mais globalement, effectivement, on est sur un pouvoir d'achat qui augmente. Et surtout, le climat des affaires est au plus haut depuis au moins 5 ou 6 ans. Le climat des affaires, c'est juste un questionnaire qui est adressé aux patrons pour savoir s'ils ont confiance dans l'avenir, tout simplement. Donc ce sont les investisseurs, ceux qui détiennent l'argent ou ceux qui détiennent des entreprises, qui placent effectivement le climat des affaires aujourd'hui comme étant extrêmement porteur. Alors, on a vu les tendances macroéconomiques. Si on pose la question effectivement au consommateur français, de savoir si lui, dans l'avenir, est-ce qu'il croit en l'avenir ou pas, alors, on a une moyenne française qui est toujours un peu plus basse que la moyenne européenne et un peu plus basse que la moyenne mondiale aussi. Mais j'ai envie de dire que c'est une tendance assez longue et assez classique. Les Français sont toujours un peu plus bougons, un peu plus ronchons que les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement la tendance elle est plutôt à la hausse et que au-delà des facteurs macroéconomiques, au-delà des chiffres, on a ainsi un ressenti que ça va mieux effectivement. Les principales inquiétudes restent néanmoins les mêmes. On a toujours la menace terroriste qui est considérée comme étant la principale inquiétude. Ici, le 38 que vous voyez, c'est la somme
des premières et deuxièmes inquiétudes. Et ensuite, les points positifs, c'est aussi la somme des premiers et deuxièmes points positifs. C'est-à-dire qu'on demande, en fait, on demande à tous nos consommateurs de lister en fait, leur premier point d'inquiétude et deuxième point d'inquiétude. Et vous voyez que quand on somme les deux premiers, on a le terrorisme, puis la sécurité de l'emploi qui est stable. On a les factures d'énergie qui reviennent un peu plus haut, et aussi toute la notion autour du réchauffement climatique. Les points positifs, par contre, sont en forte hausse. Alors, on ne sait toujours pas énorme de voir qu'il n'y a que 40% de la population française qui pense que la France n'est pas en récession. De fait, la France n'est pas en récession. Mais vous voyez qu'il y a une forte progression, plus 16%. Merci. Alors, comment ça se passe dans le magasin? On fait un jump effectivement un peu rapide, mais globalement, dans la grande distribution, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un magasin, il y a une très forte disparité entre l'alimentaire, tout ce qu'on appelle le FMCG, donc les produits de grande consommation, et le frais, et puis tout ce qui va être non alimentaire. Donc vous voyez que le non alimentaire est à moins 2,4%, alors que toute la partie alimentaire est plutôt bien orientée. Il faut l'avoir en tête, ça veut dire aussi que pour la distribution, pour les gens qui possèdent des magasins, c'est un souci de faire tourner effectivement le non alimentaire, et donc du coup on va réallouer de l'espace effectivement à l'alimentaire et aller grignoter un petit peu d'espace sur le non alimentaire qui est généralement peu rentable. C'est notamment dû effectivement à une très forte concurrence de l'e-commerce évidemment, mais aussi de tous les autres acteurs spécialisés. Je pense à des acteurs de Maison du Monde, par exemple, Ikea, Darty, Boulanger, tous ces gens-là qui sont plutôt dans des croissances intéressantes. On reviendra tout à l'heure sur l'alimentaire. Donc globalement, là, on se concentre maintenant sur les produits de grande consommation. Donc le PGC plus FLS, produits de grande consommation et frais libre-service. Et vous voyez, si on regarde la croissance en volume et en valeur depuis maintenant une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, vous voyez que l'année dernière, on était avec une évolution négative des volumes, du nombre de produits qui étaient pris en magasin. On n'a pas eu cette évolution négative-là, mais on reste quand même dans une tendance d'augmentation des volumes qui est faible et une croissance de la valeur qui est très largement faite par de la valorisation. La valorisation, c'est simplement l'écart entre l'évolution en volume et l'évolution en valeur. Okay. Alors d'où vient, autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette évolution faible en volume, c'est un fait français ou est-ce qu'elle est partagée dans plusieurs pays européens? La réponse c'est qu'en fait on s'en tire plutôt bien, même par rapport à certains autres pays européens, puisqu'en réalité il n'y a que l'Italie et l'Espagne qui ont des croissances en volume qui sont positives. Je fais un petit break, il y a encore quelques places devant pour ceux qui veulent s'asseoir, à droite et à gauche, juste devant les télés. Ça permettra effectivement de... Hop. Voilà, je suis désolé, les conditions ne sont pas optimales, mais vous serez mieux là en tout cas que derrière à attendre. Puisqu'effectivement, on le voit, il n'y a que l'Italie et l'Espagne qui sont en croissance. La réalité, c'est que c'est plus pour l'Italie et l'Espagne des rebonds, puisque ce sont des pays qui ont eu des évolutions très négatives depuis 4-5 ans. Et de fait, on le voit en Royaume-Uni, Allemagne, même les États-Unis sont sur des évolutions de volume qui sont assez fortement négatives. Alors comment se fait cette évolution de la croissance en France? Je vous rappelle, un plus 1,5 en valeur, plus 0,5 en volume. Depuis un certain nombre d'années, on disait la première cause, c'est l'évolution de la population française. Alors ça reste vrai, même si on sait que ça apporte moins, de moins en moins, puisque la population française n'a augmenté que de 0,3% cette année. Il y a encore 3 ou 4 ans, on était sur un plus 0,5, plus 0,6, donc ça recule. On n'est plus en une exception, j'allais dire, par rapport à certains autres pays en termes de nombre d'enfants par femme en âge d'avoir des enfants. Il y a des raisons qui sont principalement structurelles. En réalité, il y a de moins en moins de femmes qui sont en âge d'avoir des enfants, puisque la population baby-boomer a tendance à effectivement sortir de cet âge d'avoir des enfants. Et on a effectivement un renouvellement de la population française qui se fait aujourd'hui de moins en moins fortement par les naissances et de plus en plus, j'allais dire, par un solde migratoire et voilà. De l'autre côté, j'allais dire, au-delà
du nombre de la population française, il y a quand même, ce qui se passe, c'est qu'on a une valorisation réelle des dépenses, c'est-à-dire qu'on dépense plus. Comment on dépense plus? On va pas plus souvent, on va plus souvent en magasin, pardon, mais nos caddies sont moins gros. D'accord? Ils sont moins gros. En revanche, le prix moyen des produits qu'on met à l'intérieur de ces caddies est plus élevé. D'accord? Ça rejoint un petit peu tout ce que je disais tout à l'heure sur la valorisation. Et ça rejoint aussi sur le fait qu'on a des plus petits caddies avec une plus forte fréquence d'achat. Cette fréquence d'achat qui augmente, c'est aussi un phénomène qui existe depuis une dizaine d'années. Il y a énormément de facteurs explicatifs à cette hausse de la fréquence. Il y a des facteurs qui sont des facteurs très structurels, comme le vieillissement de la population française. On sait que les personnes plus âgées sont des personnes qui vont plus souvent en magasin que les personnes moins âgées. La deuxième chose, c'est l'évolution du parc. On va le voir tout à l'heure, mais on a un parc de magasins qui a tendance à évoluer très fortement vers des plus petites surfaces. Et donc ça, de fait, ça encourage ou ça incite effectivement à avoir plus de fréquences d'achat et des paniers plus petits. Alors je vous le disais tout à l'heure, hein, l'évolution de la croissance, elle est positive en moyenne, mais elle n'est pas la même pour tout le monde. Ce qui se passe de manière générale, c'est qu'il vaut mieux être riche, âgé, célibataire, qu'avec une grande famille et modeste. Voilà, en tout cas, c'est avec un peu de manière très schématique, effectivement, ce sont les populations célibataires ou de personnes qui progressent plus vite dans leurs achats. Et on se rend compte aussi que les populations les plus aisées et aussi les plus âgées, on ne l'a pas mis ici, font une bonne croissance. Ce qui est intéressant, c'est que tous les marketeurs, toute la population qui fait du marketing ont toujours tendance à vouloir rajeunir les marques. Alors c'est très louable, c'est très intéressant. La réalité, c'est que la population qui fait la croissance aujourd'hui, c'est une population de plus de 50 ans. On en parle peu, puisqu'on parle beaucoup de la population millennials, de la génération Y, la génération Z même qui arrive. Néanmoins, on voit que depuis 2011, on est passé d'une domination de la consommation par les moins de 50 ans à une domination de la consommation par les plus de 50 ans, puisqu'aujourd'hui, il y a 53% de la population, il y a 53% des dépenses qui sont réalisées par une population qui a plus de 50 ans. Et si on se projette dans 5 ans, on voit que ce trait va continuer à se faire, puisque on va vers 56% de la consommation en valeur, puis 65% effectivement, qui va être fait par les plus de 50 ans. Alors je ne dis pas que les plus de 50 ans sont forcément des populations seniors, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça implique un certain nombre de choses. Ça implique qu'effectivement, en termes de format de magasins et de produits, on va peut-être aller vers des formats plus petits de magasins qui vont être porteurs, des formats plus petits sur les produits aussi. J'insiste sur ce point-là parce que quand on parle à la distribution de la proximité, une des choses qu'ils nous disent principalement, ils nous disent non, on ne veut pas forcément des plus petits produits, mais on veut des conditionnements qui soient plus intéressants et plus adaptés à la proximité. Ils veulent qu'on arrête de leur loader des packs et des palettes comme pour les hypermarchés en proximité. Voilà, parenthèse fermée. Ce que ça veut dire aussi, les seniors ou les plus de 50 ans, c'est une population qui a plus d'argent, c'est une population qui est généralement plus favorable aux marques, qui est aussi une population informée. Il ne faut pas avoir en tête la population des plus de 50 ans comme nos grands-mères ou les populations qui ont plus de 75 ans. Attention, hein, la population de plus de 50 ans aujourd'hui, ou même de plus de 65 ans, c'est une population particulière, c'est une population très informée, qui a connu la MDD, qui connaît le discount, etc., etc. Donc c'est une population qui est très connectée et qui est aussi avide de transparence. Et c'est notamment une population qui est très forte sur la lecture des ingrédients et sur le respect des règles. Alors si on revient un petit peu à la croissance, et une fois que vous avez compris cette slide, globalement vous pouvez vous dire que vous avez compris un peu tout ce qui se passe dans la grande distribution. Je reviens sur le plus 1,5, ça vous allez sortir, vous allez le connaître par cœur, plus 1,5 en valeur, et attention ici on est sur une évolution volume qui est un petit peu différente. Plus 0,3 en volume. Pourquoi ce plus 0,3 en volume? Il est porté d'une part par une augmentation du nombre de produits achetés, mais aussi, on retrouve le plus 0,5 qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi par une diminution de la taille des produits. En moyenne, on achète moins par UC. D'accord? Donc c'est moins de gros contenants,
moins aussi de promotion achetée. On le verra tout à l'heure. Et comment se fait ce 1,5 qui se fait du coup beaucoup par de la valorisation? Alors de la valorisation, elle n'est pas du tout faite par une inflation, puisque vous savez qu'on est toujours dans un régime de baisse des prix en moyenne. On va le voir qu'elle est beaucoup moins forte qu'avant, mais elle existe toujours. Elle se fait par ce qu'on appelle un effet de mix ou de mixte, ça dépend un petit peu de comment on parle, mais un effet de mix positif, ça veut dire que globalement, on se valorise. Alors c'est une valorisation qui se fait intracatégorielle et intercatégorielle aussi. Intercatégorielle, c'est par exemple, de plus en plus on va consommer du frigo à la place du placard. L'épicerie sèche est un peu moins valorisée que l'épicerie fraîche ou tout ce qui va être traiteur. Donc ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est à l'intérieur même des catégories, il y a une valorisation qui est forte. Pour prendre plein d'exemples, si on peut citer deux exemples qui sont assez parlants. Le premier exemple, c'est l'exemple des chips. Exemple des chips, est-ce qu'il y a encore 10 ans, vous m'auriez dit, citez-moi une catégorie qui est mature et qui n'a pas beaucoup d'avenir avec l'innovation, je vous aurais peut-être cité les chips. D'accord? Aujourd'hui, c'est un des segments porteurs, effectivement, en termes de valorisation, d'innovation, très intéressant. Deuxième exemple, c'est la bière. La bière, c'est aussi une catégorie qui est porteuse en termes de valorisation et qui porte énormément aussi par l'innovation. Alors, est-ce que c'est une croissance faible? Ici, on est dans l'univers de la grande distribution, les hypermarchés, les supermarchés, tous les produits, ce qu'on appelle aussi la GSA, donc la grande surface alimentaire. Si on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, pardon, on voit que cette croissance faible, même si 1,5 c'est pas si faible que ça, hein, cette croissance assez faible finalement, elle souffre aussi du fait qu'il y a un certain nombre de circuits alternatifs ou de circuits spécialistes qui sont en très forte croissance. C'est beaucoup un effet de parc, il ne faut pas s'y tromper. On parlait tout à l'heure des attentes et des tendances, c'est un effet de parc. Par exemple, les magasins bio, on va le voir juste derrière, ont un effet de parc qui est énorme, mais c'est un circuit qui est en forte croissance, plus 16%. Les magasins, ce qu'on appelle frais, donc si ça va être tout ce qui est grand frais, etc., sont aussi en forte croissance. Tout ce qui va être spécialiste du pet food, là aussi en bonne croissance. Et enfin les solderies. Alors ici, on est dans un salon qui est très alimentaire. Et les solderies, ça va être Action, Nose, tous ces enseignes de magasins qui arrivent très fortement en France et qui vont jouer effectivement sur, comme étant des soldeurs, c'est-à-dire qu'ils vont casser les prix sur des produits de marque ou des produits type MDD, avec une forte croissance qui est là aussi largement due à un effet de parc. Les bio, aujourd'hui, je vous le dis, il y a plus de 1500 magasins bio, spécialistes bio, et Biocoop représente un tiers du parc des magasins, avec une croissance de 17% du nombre de points de vente. Ici, on n'est pas dans une évolution du chiffre d'affaires, mais bien du nombre de points de vente, et vous voyez qu'il n'y a pas une seule enseigne qui ne progresse pas, avec même parfois des évolutions très fortes en termes de nombre de points de vente. Le circuit bio, vous avez à gauche, en fait, sur la carte de France qui est divisée par région, deux chiffres intéressants. Le premier, c'est le taux de pénétration. Donc en gros, c'est le nombre de Français qui ont fréquenté au moins un magasin bio dans l'année dernière. Et le 1 par 31 000, c'est le nombre de magasins bio disponibles pour un habitant. Donc en gros, on a un magasin bio pour 31 000 habitants dans le nord. On a un magasin bio pour 15 000 habitants en région parisienne. Et vous le voyez qu'effectivement, il y a une corrélation qui est assez forte entre la disponibilité des magasins et tout simplement la pénétration, le taux de pénétration. En termes de profil, on est aussi vers sur un type de population qui fréquente qui reste une population assez aisée, assez typée, hein, très parisienne, très post-families, donc on appelle post-families, ce sont des populations de plus de 50 ans qui n'ont plus d'enfants, en tout cas en école, au lycée. Voilà, donc c'est effectivement une population intéressante. Là où elle est très intéressante aussi, c'est que c'est une population qui consomme beaucoup. En réalité, pourquoi vous voyez aujourd'hui toutes les enseignes qui sont avides effectivement de développer leurs produits bio au magasin, c'est aussi pour capter une population qui est une population qui fréquente beaucoup les magasins, pas seulement les magasins bio, et qui a une dépense sur l'alimentaire qui est extrêmement élevée. En moyenne, on estime effectivement qu'elle a une dépense qui est pratiquement 50% plus élevée
que les autres populations. Donc c'est une population hyper importante à capter, notamment pour les hypermarchés, pour ne pas que voilà, des Carrefour, Leclerc, même Monoprix perdent cette population-là, qui est une population extrêmement intéressante. Alors, je check le temps, parfait. Malgré tout, il y a quand même du recul. On parlera tout à l'heure des points positifs, mais il y a quand même un recul. Le premier recul, c'est les hypermarchés. Ensuite, la MDD, effectivement, va pas très bien. Et on parlera ensuite de catégories, et des catégories qui sont en recul, c'est notamment les catégories de l'hygiène et de la beauté. Alors, les enseignes, ici, on est sur les enseignes plus classiques, en particulier. Vous voyez que les enseignes H&M, alors on a changé un peu notre définition l'année dernière, mais les grands hypermarchés, hein, donc les magasins qui font plus de 7500 mètres carrés, sont sur un recul aujourd'hui qui est à moins 0,9%. Sauf que ce moins 0,9%, il est... attendez, H&M+, il y a un problème là, non. Donc cette évolution de moins 0,9%, oui pardon, c'est parce que les plus grands sont en dessous en fait, excusez-moi, les plus grands sont en dessous, c'est un peu mal fait, donc les plus grands hyper effectivement sont à moins 0,9, et pourtant ils ont un effet de parc qui est positif. Si on avait enlevé cet effet parc, on serait plutôt à moins 1,3. Donc il faut se dire qu'en moyenne, les hypermarchés sont à moins 1,3 sur le PGCFLS, ce qui n'est pas le cas effectivement des hypermarchés un peu plus petits, entre 2000 et 7500 mètres carrés. Pour les supermarchés, globalement, il y a un effet parc qui joue énormément, puisque les grands supermarchés bénéficient assez largement d'un effet parc, même s'ils sont positifs ce qu'on appelle en organique, donc en enlevant l'effet parc, et c'est la même chose pour les SM. Alors on pourrait parler énormément, on pourrait parler très longtemps des raisons pour lesquelles les grands hypermarchés sont en recul. Une des raisons majeures, effectivement, c'est qu'ils sont en train de... Voilà, il y a une question d'enseigne, mais pas que. Il y a aussi une question d'attractivité et une question que les autres enseignes deviennent les autres types de magasins deviennent de plus en plus attractifs. Ça, c'est assez global, hein. On se rend compte que dans le monde entier, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne en particulier, les surfaces moyennes sont sur des croissances qui sont plus fortes que les surfaces des très grands malls ou que les très grands magasins. Surtout qu'en France, on a pratiquement les plus gros magasins du monde, hein. Les hypermarchés français, c'est... je pense qu'aux États-Unis, il y en a des plus grands, mais sinon, on est sur les plus gros hypermarchés. Alors, la MDD. J'aurais adoré venir ici avec cette slide avec une MDD qui est en croissance. C'est toujours pas le cas, effectivement, même si la MDD est à moins 0,1. C'est déjà largement meilleur que l'année dernière. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que derrière, il y a des espèces d'effets mécaniques qui sont très forts, notamment avec la disparition, ou en tout cas le passage du parc DIA en parc soit Carrefour, soit revendu à des autres distributeurs, qui fait qu'en fait, il y a une tendance assez naturelle au fait que la MDD repart à la hausse ces derniers temps. Repart positivement ces derniers temps. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que l'écart reste toujours le même. En gros, il y a toujours entre 1,5 point et 2 points d'écart entre la croissance des marques nationales et la croissance de la MDD. Donc la MDD est toujours à la peine. Pourquoi elles sont à la peine? Il y a toujours des vents contraires, hein, de la MDD. Le prix, évidemment, même si c'est un peu moins le cas. L'offre, surtout. On se rend compte que l'offre de MDD est beaucoup moins poussée que l'offre globale de PGCFLS, et notamment l'offre des PME. Donc est-ce qu'il y a un transfert entre les PME et les MDD? On n'a pas la réponse, mais évidemment qu'il y a des transferts de consommation assez fortes. En tout cas, en rayon, on pousse de plus en plus les produits de petites marques, de petits fabricants, au déprofit, j'allais dire, de la MDD. Il y a une chose qui est nouvelle par rapport à l'année dernière, c'est la promotion. On se rend compte effectivement que les distributeurs ont repoussé un petit peu la MDD de manière plus favorable. On est dans une année quand même où on a revu de la publicité sur la MDD, hein, notamment Leclerc, avec les 10 ans ou 20 ans de la marque Repère, je ne sais plus. 25 ans. Et on voit effectivement de plus en plus de promotions qui est faite sur la MDD. C'est dû aussi au fait, effectivement, que les marques nationales ont un petit peu plus de mal à s'engager dans la promotion, dans la forte promotion dernièrement.
En tout cas, quand elles y sont pas forcées, elles essayent de se retirer un petit peu. Donc il y a peut-être aussi un effet, pas d'opportunité, mais un effet d'aller quand même remplir les prospectus par de la MDD au lieu de mettre de la marque nationale. C'est pas forcément un effet voulu de la part des distributeurs, ça peut être aussi un effet subi de la part de la distribution. Ce qui est intéressant, c'est que cette réalité de la MDD qui souffre en France, elle est complètement différente de ce qui se passe dans les autres pays européens. Dans les autres pays européens, la MDD fait 50% de la croissance en valeur. Ensuite viennent les top 10 fabricants et qui apportent très peu, hein, vous le voyez, et ensuite les autres fabricants. Donc à la différence de la France où on va avoir les marques de PME qui apportent 2/3 de la croissance et ensuite les grands groupes qui apportent de la croissance, dans les autres pays européens, vous le voyez en particulier, hein, mais pas que en Espagne et en Italie, hein, là aussi en Allemagne, on a une MDD qui progresse de plus de 3,3% en valeur. Au UK, plus 3,9%, donc c'est assez énorme. En Belgique, plus 2,4%. Et derrière, on a beaucoup de marques, notamment de liquides, hein, qui sont des tendances fortes, notamment parce que la saison a été très bonne. Alors comment on fait quand on est une MDD, effectivement, pour revenir à la croissance, ou quand on est un circuit de distribution pour revenir à la croissance, parce que la MDD, c'est quand même un type de produit qui apporte pas mal de marge et qui est assez intéressante pour la distribution. On le voit dans le mix aussi de la MDD, il y a de la valorisation. Et il y a de la très forte valorisation en réalité, puisque la MDD bio est sur une croissance à 16,7%. La MDD premium, donc ça va être toute la MDD terroir, la MDD, j'allais dire, typée haut de gamme, est aussi dans une belle croissance à 4,3% et commence à prendre des parts de marché. Alors que la MDD standard, elle est stable et la MDD premier prix est en fort recul. Alors, le très fort recul de la MDD premier prix, c'est un désengagement assez fort d'un certain nombre d'enseignes, notamment en termes d'offres. Voilà pour la MDD. En termes de catégories, quelles sont les catégories qui vont bien et les catégories qui souffrent? Vous le voyez, il y a un certain nombre de catégories qui vont bien. Pratiquement toutes les catégories de l'épicerie, du frais, des liquides et les surgelés sucrés ont connu des bonnes tendances, des belles tendances, notamment avec un effet météo qui a été assez favorable, notamment sur juin. Mais sur le DPH, donc DPH c'est droguerie, hygiène et papier, donc l'entretien, l'hygiène beauté et le papier. On va avoir effectivement une catégorie entretien qui se stabilise globalement, mais c'est pas une année assez incroyable. L'entretien est très marqué par les hausses et les baisses de la promotion, globalement. Par contre, l'hygiène beauté souffre. L'hygiène beauté souffre assez fortement en grande distribution. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça, mais si je dois vous montrer un chiffre qui est marquant, c'est quand même de se dire qu'effectivement, c'est pas nouveau le fait que l'hygiène beauté soit en souffrance. On est sur, quand on regarde le scope complet en fait, de la grande distribution alimentaire ou généraliste, on est sur un moins 2,5, on était déjà sur un moins 1,8 l'année dernière, et avec des évolutions très faibles les années précédentes. Il y a pas mal de raisons à ça. Je ne sais pas s'il y a une slide derrière qui explique, non c'est pas grave. Il y a pas mal de raisons à ça. La première raison, c'est une déconsommation tout simplement. C'est-à-dire que la routine des consommateurs français autour de l'hygiène et de la beauté en particulier, elle s'est simplifiée. On a des consommateurs qui nous disent qu'effectivement, ils n'ont pas forcément envie maintenant d'avoir un shampoing, un après-shampoing, un gel, etc. Ils veulent plus de simplicité. La deuxième chose, mais elle est moins importante, on estime que la déconsommation globale, hein, au global de France, c'est environ 50% de l'explication du recul de l'hygiène beauté. Après, il y a une explication qui est sur des magasins spécialistes. En maquillage, par exemple, je pense à des magasins comme Kiko Milano, je ne sais pas si vous voyez, comme Lush, évidemment, sur le haut de gamme, ou comme, là aussi, sur l'hygiène ou sur l'entretien, sur des magasins Action, ou des soldeurs qui vont aussi avoir un impact assez fort sur des catégories d'hygiène bucco-dentaire, etc., etc. Voilà pour les raisons du recul. On va maintenant passer vous savez, c'était la partie rouge. Maintenant, on entre dans la partie jaune qui est plus joyeuse, la partie dorée.
Avant de voir ce qui fait les raisons de la croissance, les raisons de la valorisation notamment, et comment on surfe là-dedans, et comment on tire les éléments de la croissance, je voulais revenir un petit peu sur les circuits et les enseignes qui progressent. Alors, oups, pardon. Les circuits, on en a déjà parlé sur les circuits qui n'allaient pas très bien. On va maintenant parler des circuits qui progressent. Notamment, c'est la proxy et le drive. Vous le voyez, effectivement, on a encore une croissance du drive qui explique 20% de la croissance du PGC-FLS cette année. C'est une croissance de plus 8,5%. On va y revenir juste derrière. Sur la proxy, on a une croissance qui est aussi assez forte. Alors attention, la croissance, elle est très fortement portée par un effet de parc, et notamment par un effet de parc en région urbaine. On se rend compte qu'il y a de plus en plus une séparation de plus en plus forte entre la proxy urbaine et la proxy rurale. Une proxy rurale étant plus finalement un type de magasin petit SM, mais très généraliste, et une proxy urbaine qui est beaucoup plus spécialisée en termes de produits, en termes d'offres, et qui est sur un produit qui est assez différent finalement des supermarchés. Les enseignes. Il y a deux enseignes qui tirent leur épingle du jeu, et c'est un peu toujours les mêmes par rapport aux années précédentes. Donc qui sont Leclerc avec une croissance de gain de part de marché qui est de plus 0,3%, plus 0,3 points pardon, à 20,2%, et Lidl qui continue à croître. Alors un peu moins rapidement effectivement que les années précédentes en termes de gain de part de marché, mais bon, c'est quand même une croissance qui est assez phénoménale. La croissance de Lidl, elle est due, enfin juste le plan de Lidl, il repose sur trois axes fondamentaux. C'est un plan d'investissement sur 3 ans qui se termine à la fin de l'année 2018. En tout cas, c'est ce qu'on sait depuis 2015. Le premier, c'est la rénovation du parc. La deuxième, c'est le média et tout ce qui va être public promotionnel, avec des investissements médias qui sont extrêmement forts, hein, de l'ordre de 400 millions d'euros investis par an. Et le troisième, c'est le prix. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que malgré toute la politique, j'allais dire, de valorisation et de premiumisation des produits chez Lidl, Lidl investit encore beaucoup dans le prix pour être considéré et pour être de fait une des enseignes les moins chères du parc de magasins. Les enseignes qui vont moins bien, il y en a une en particulier, c'est le groupe Auchan, avec notamment les hypermarchés Auchan qui ont du mal effectivement aujourd'hui. Vous pouvez me poser des questions derrière si vous voulez là-dessus. On parlait du drive tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec le drive, c'est que finalement la croissance du drive, elle vient plus d'un effet de parc. D'accord ? On a 80% pratiquement de la croissance du drive aujourd'hui qui vient hors effet parc. Qu'est-ce que ça veut dire hors effet parc ? Ça veut dire juste que le drive existait déjà l'année dernière et qui continue à croître, notamment par de la fréquence et par une augmentation aussi du ticket moyen, hein, tout simplement. Comment on fait pour croître quand le produit existe déjà, que voilà, c'est beaucoup de l'offre, hein, c'est des relais du coup qui deviennent assez classiques, de l'offre et puis de la promo. On va le voir derrière, mais le drive est un des secteurs sur lesquels la promo a le plus boosté les ventes dernièrement. C'est des relais de croissance qui sont des relais de croissance de circuits plus matures, mais on le voit que ça marche assez bien. Pourquoi ? Parce que finalement, la population captive du drive, c'est vraiment les familles. Les familles, c'est pratiquement 75% du chiffre d'affaires du drive. Et c'est une population qui est évidemment plus intéressée par la promotion, très intéressée par la MDD aussi, hein, parce que il y a d'autres présentations qui pourraient vous montrer ça, mais le drive est surpondéré sur la MDD. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le drive a une part de marché, enfin la part de marché du bio en drive, elle est pratiquement 2 fois plus élevée que la part de marché du bio au global. Donc ça veut dire effectivement qu'on est aussi sur une population qui est très intéressée par l'achat du bio, et l'offre bio finalement en drive, elle est super élevée. On est pratiquement à 10% de l'offre drive qui est une offre de produits biologiques. Donc il y a toujours un effet d'offre qui est majeur dans le drive. Pour la proximité, je vous le disais tout à l'heure, hein, on est sur des choses extrêmement différentes. Alors, autant avoir une stratégie commune sur l'ensemble des magasins drive, autant avoir une stratégie relativement commune sur les hypermarchés, ça peut exister.
Autant la proximité, c'est un peu un blougi-moulga d'énormément de choses. C'est extrêmement varié. Il n'y a pas une proximité. Si vous regardez, on va commencer par la fin, mais la partie droite, effectivement, des slides montre que, enseigne par enseigne, on a une diversité, ou en tout cas une disparité de chiffre d'affaires à l'intérieur même d'une enseigne, d'un magasin qui fait peu de chiffre d'affaires, un magasin qui en fait énormément. Vous voyez que chez Intermarché Express, par exemple, on peut faire x6 en termes de... enfin, on peut aller jusqu'à 6 millions d'euros et on descendre plus bas. Non, c'est x6. Hein, c'est la... Excusez-moi, c'est pas le chiffre d'affaires qui est indiqué ici, mais c'est plus la disparité effectivement des chiffres d'affaires. Ce qui est vrai aussi, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, on est sur un circuit qui est extrêmement... la proxy urbaine qui est extrêmement différente de la proxy rurale, avec la proxy rurale qui ressemble plus effectivement à un supermarché. En termes de catégories qui sont surpondérées, on est sur des catégories, pas forcément de dépannage, hein, mais des catégories de classiques, comme le pet food, la charcuterie, les plats, le sucre. Alors que sur la proximité urbaine, on a une très forte dépendance au liquide, notamment en boissons alcoolisées. Et puis tout ce qui va être snacking, panification fraîche, pâtes fraîches, plats déshydratés, etc., etc. Finalement, l'intérêt qu'on y porte quand même, c'est dû au fait parce que c'est un circuit qui est en très forte croissance, hein, avec un effet de parc magasin qui est très bon, un rendement par magasin qui continue à augmenter, et une pénétration finalement qui est assez forte. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore une marge de progression qui est forte, parce qu'on sait, alors c'est pas écrit là, mais on sait qu'il y a pratiquement 25% de la population française qui a une proxy à moins de 5 minutes à pied, qui n'y va jamais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est énorme. Moins de 5 minutes à pied, c'est vraiment pas long. Hein. C'est à peine le temps de traverser le salon. Donc ces populations-là n'y vont jamais. Ça veut dire effectivement que la proxy a encore du travail à faire en termes de rénovation de parc, en termes d'offres, en termes de disponibilité des produits, etc., etc. Et les SDMP, alors on va aller assez vite, mais ce qui contribue à la croissance des SDMP, alors une année mitigée parce qu'on a une année avec le parc DIA qui a été disparu, donc qui a pénalisé en fait les SDMP, et une année où on retrouve un petit peu de la croissance organique en réalité des SDMP, puisque les SDMP vont bien, en tout cas magasin par magasin, ils vont très bien, puisqu'on est même sur un effet parc qui est négatif, hein, il y a beaucoup moins de hard discounters qu'il n'en avait auparavant. Et on est sur une croissance qui est partagée entre les marques nationales et les MDD. Évidemment, l'introduction des marques nationales chez Aldi et chez Lidl n'y est pas pour rien. Alors, 13h36, 24 minutes pour nous dire comment on continue à croître et comment on peut faire effectivement pour se différencier. Pourquoi on parle de se différencier ici? C'est que, on va le voir, hein, vous êtes tous conscients qu'avec les états généraux de l'alimentation, on va rentrer, même si les lois ne sont pas encore super claires, on va entrer dans une phase de la grande distribution dans laquelle la différenciation, elle va plus se faire par le prix et par la promotion. Elle va se faire notamment par l'offre et par des concepts, certainement, par du service. Donc du coup, il faut embrasser, j'allais dire, ces changements, et il faut les embrasser de manière intelligente. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter du jour au lendemain sur les leviers classiques du prix, de la promotion et de l'offre, et ne faire plus que de la valorisation des marques, que de la brand equity et de l'innovation. C'est pas ce que je veux dire. Néanmoins, il faut travailler, et dans les allocations de ressources que vous allez faire pour vos investissements futurs, il faut avoir ça en tête. L'offre, en tout cas le nombre de références, c'est le premier driver de la croissance en valeur des 20 dernières années. On le voit effectivement, l'évolution de la taille d'offres en magasin, elle a pratiquement doublé entre 1997 et 2017, puisqu'on a 86% de références en plus en moyenne par magasin. Alors c'est pas magique hein, cette évolution, elle est due au fait aussi que la taille des magasins a augmenté, on a poussé un peu les murs, on a un peu été chercher sur le non alimentaire aussi, donc la surface de vente elle a aussi augmenté. Néanmoins on est quand même sur une densification de l'offre qui est évidente,
avec des périodes, notamment à la fin des années 90, début des années 2000, dans lesquelles il y a eu beaucoup de MDD qui sont arrivés, puis une offre qui s'est un peu stabilisée, et puis là on est reparti effectivement avec beaucoup plus notamment de produits de PME. Vous le voyez, la rentabilité à la référence, elle a un peu baissé, mais ça reste quand même très honorable, hein. On passe d'un indice 100 à un indice 90. On n'a pas non plus complètement, c'est pas un effet ciseau. Ce qui fait qu'il y a effectivement l'offre crée de la valeur. Alors l'offre continue à progresser dans tous les circuits, dans toutes les enseignes. Je ne connais pas une enseigne dans laquelle l'offre est en recul. Et pourtant, toutes les enseignes nous disent qu'elles vont rationaliser l'offre, qu'elles vont simplifier l'offre, etc. Je ne sais pas s'il faut les croire. Parce qu'effectivement, année après année, la croissance de l'offre, elle est forte et elle continue à être forte. Par exemple, depuis 2-3 ans, il faut avoir en tête que dans un hypermarché dans un hypermarché de 20 000 références, c'est un circuit où c'est des magasins qui ont gagné pratiquement 2000 références. Je me suis rendu compte, 2000 références sur 3-4 ans. Alors au-delà de l'offre, c'est l'innovation qui va compter. L'innovation, elle compte pour 2,8% du chiffre d'affaires. C'est à peu près le même chiffre d'affaires que l'année dernière, que l'année d'avant. On n'est pas dans une très forte progression du poids de l'innovation. Le gros changement finalement, c'est que on a plus d'innovation, mais on a moins de blockbusters. On a moins finalement on n'a pas eu Biredi cette année. Biredi qui a fait en année 1 pratiquement 60 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une marque, ça fait rêver. Donc on n'a pas ça cette année. Donc c'est plus fait par des plus petites innovations. Est-ce que vous savez quelle est la meilleure innovation de cette année en chiffre d'affaires? Je ne dis pas en qualité parce que je ne doute pas qu'elle est dans cette salle, mais donc en chiffre d'affaires, c'est Lotus Baby, effectivement, qui est numéro 1 en termes sur les innovations, avec 8,2 millions d'euros au bout de 6 mois. En fait, là, on va caler toutes les innovations sur leur date de départ. C'est pour ça qu'on prend que 6 mois de vie pour avoir au moins effectivement 6 mois de période. Un taux de pénétration qui est faible à 1,4%, mais c'est normal, on est sur une population captive avec des enfants qui est que 10%. Il n'y a que 10% des ménages français qui ont des enfants en bas âge. Voilà, et vous le voyez, finalement, les ressorts de l'innovation, des innovations qui marchent, sont un peu les mêmes que les années précédentes. Beaucoup d'innovations sucrées, de plaisir, des glaces, et puis beaucoup effectivement de notions de sucré, voilà. On a aussi un peu d'ultra frais et pas mal de lessive, en tout cas d'adoucissants. Voilà. C'est un peu toujours la même chose finalement, des recettes qui marchent. Ce qui est intéressant, c'est l'innovation, c'est qui le patron, qui est une initiative privée, effectivement, qui dénote un petit peu dans cet univers où il n'y a que des grandes marques pratiquement, en tout cas que des grands fabricants, qui montre effectivement que voilà, quand une innovation est bien menée, bien packagée et bien marketée, avec une valeur derrière, elle a toute sa place effectivement en magasin. On a parlé de l'offre, on va parler maintenant du prix et de la promotion. Alors la question centrale, c'est est-ce que c'est la fin de la déflation? Franchement, l'année dernière, je vous aurais dit oui, et puis là, j'y crois plus. Je rigole. La vérité, c'est que si vous regardez, on va vous montrer le slide, mais au milieu de l'année dernière, on s'est dit c'est pas possible, ça y est, on y va quoi. Ça y est, on va repasser en positif. On se rend compte quand même qu'on a du mal à franchir la barre et qu'on continue à être à moins 0,2. Alors ce moins 0,2, il n'est pas forcément très grave. On aimerait effectivement retrouver un petit peu de valorisation, un peu d'augmentation des prix. Pour les grandes marques, ça reste un moins 1,6, donc on est toujours dans un régime de déflation effectivement. En revanche, il y a quand même des circuits ou des catégories de produits pour lesquels on va retrouver de l'inflation, notamment évidemment sur les beurres, mais aussi sur tout ce qui va être produits bio, produits plus valorisés, et aussi produits de plus petites marques. Alors, notre cher ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, nous a effectivement donné 2 points dans les EGA. Le premier, c'est le seuil de revente à perte va être relevé de 10%. Donc ça nous amènerait un taux de 77
qu'est-ce que ça peut impliquer? Est-ce que ça va impliquer de la baisse du pouvoir d'achat? C'est possible. En tout cas, une augmentation des prix. Alors moi, je parlerai plus d'augmentation des prix que de baisse du pouvoir d'achat. Il est possible qu'un certain nombre de marques qui sont au taquet de la SRP vont devoir, effectivement, en tout cas les distributeurs vont devoir augmenter ces prix-là. Pour les fabricants de plus petites marques ou pour les fabricants effectivement de PME qui ne sont pas forcément au maximum du SRP, ça ne va pas forcément avoir beaucoup d'impact, si ce n'est que ça va permettre certainement à la distribution finalement de gagner un peu de marge. À mon avis, le principal impact, au-delà de ce que ça pourra avoir sur toute la filière agricole, que je ne maîtrise pas, le principal impact, c'est effectivement, notamment pour la distribution, de regagner un petit peu de marge. Vous savez que la distribution a perdu énormément de ses marges depuis un certain nombre d'années. Donc ça pourrait être intéressant pour la distribution qui doit notamment refaire ses magasins. Est-ce que ça va changer le rapport de force pour les enseignes? J'y crois pas trop. Je pense que ça va rester le même. Ceux qui veulent attaquer sur les prix vont continuer à attaquer sur les prix. Ceux qui veulent se différencier sur autre chose vont peut-être lâcher un petit peu effectivement cette guerre des prix. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer vers une différenciation des enseignes, une différenciation des magasins, qui sera beaucoup plus forte par l'offre ou par les concepts. Donc ça sera certainement intéressant. Sur les prospectus, là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une évolution des ventes sous promo, en tout cas de la contribution des ventes sous promo, qui est beaucoup plus faible que les années précédentes, puisque vous voyez qu'il n'y a que 7% de la croissance de cette année qui est due au prospectus. C'est beaucoup plus faible que les années précédentes. Et du coup, on arrive finalement à des ventes sous promo qui sont stables par rapport à l'année précédente. 21,6 contre 21,5. Globalement, on se rend compte qu'effectivement, alors je ne vous ai pas mis, si vous le voulez, en masqué, vous aurez tous les éléments sur la promo, on pourra en discuter si vous voulez, mais on se rend compte que la pression promotionnelle continue à être forte, on continue à faire plus de promos, mais que finalement l'efficacité, donc c'est-à-dire les achats de promotion, sont moins forts. Alors évidemment, on a l'exemple Nutella en fin d'année qui va un peu tout casser en ma démonstration, mais globalement, dans la moyenne, on a une attractivité de la promotion qui est plus faible que les années précédentes. Le deuxième enjeu effectivement des EGA pour les fabricants des filières alimentaires, c'est la promotion aussi, avec deux axes. Le premier axe qui est très flou, autour du maximum de 25% de taux promo. Alors nous, chez Nielsen, on ne sait pas quoi en penser, parce que déjà, donnez-moi une définition du taux promo, c'est un peu difficile. Est-ce que c'est juste du prix? Est-ce que c'est du discount? Est-ce que la mise en avant va compter? Comment on fait quand on a atteint ces 25%? Est-ce qu'on arrête de vendre? C'est une vraie question. On ne sait pas quelles sont les pénalités. Et la deuxième, qui est un peu plus facile à comprendre, en tout cas philosophiquement un peu plus simple à mettre en place, c'est le 1/3 en termes de taux de discount maximum par promotion. Et donc là, on a fait un petit exercice. On sait aujourd'hui qu'il y a 21% du chiffre d'affaires qui est réalisé par des produits qui ont un taux promo supérieur à 25%. Pardon. Il y a 21% du chiffre d'affaires qui est réalisé par des promotions qui sont supérieures à 40%. Donc on peut estimer effectivement que supérieur à 33%, il y en a aussi beaucoup. Et puis en termes de catégories, il y a 18% des catégories qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 25%. Dernière partie de cette présentation, les tendances en termes de rayons et en termes de grands fabricants, ou en termes de grands acteurs de la distribution. On va revenir sur les rayons. On a parlé tout à l'heure de l'hygiène beauté, du DPH de manière plus générale. Il y a des rayons qui ont progressé l'année dernière, notamment tout ce qui va être météo sensible, avec le surgelé sucré, avec les liquides. Il faut savoir que les liquides sans alcool auraient certainement été en recul si la météo n'avait pas été meilleure. Et au sein des liquides sans alcool, on a les boissons sucrées qui sont un peu plus pénalisées, alors que tout ce qui va être non sucré, eau, s'en sort mieux. Les alcools, c'est pratiquement uniquement dû à la croissance de la bière. La croissance des alcools, elle est très disparate. On a une croissance de la bière qui est très forte, et après les croissances des apéritifs plus traditionnels, qui est difficile, tout ce qui va être anisé, Porto, etc. est en recul, sur des tendances longues. Par contre, tout ce qui va être pétillant, champagne,
ou whisky haut de gamme s'en tire un peu mieux. Après, la catégorie finalement qui fait une très forte part à la croissance dans ces dernières années, c'est le frais non laitier. Donc tout ce qui va être traiteur, emballé, etc. Sont des catégories qui sont portées à la fois par l'innovation, mais aussi par des tendances longues de consommation. Je parlais tout à l'heure du frigo qui prend la place sur le placard. C'est intéressant de voir aussi la taille des frigos. Hein. Juste aller voir la taille des frigos aux États-Unis et la taille des frigos qu'on est en train de vendre aujourd'hui. On a des frigos qui sont de plus en plus importants, des placards qui en sont de moins en moins. Et ce sont aussi des produits qui sont plus valorisés. Tout simplement, l'épicerie en fraîche est plus valorisée que l'épicerie salée. Donc vous voyez un 35% de contribution à la croissance sur le frais non laitier cette année. Depuis une dizaine d'années, depuis 2008, on voit qu'il y a un certain nombre de catégories qui sont sur des croissances qui sont hyper fortes. Je vois Florette juste à côté sur le marché des salades préemballées. Les salades préemballées, c'est un secteur sur lequel il y a une croissance de 70% en 10 ans, donc c'est phénoménal. Ce qui est intéressant sur ce marché-là, et qui est vrai aussi sur le marché par exemple du jambon, qui est vrai sur le marché du saumon fumé, c'est que c'est des marchés sur lesquels l'innovation a vraiment porté la croissance de ces dernières années. Et en particulier l'innovation par les grands groupes, par les marques. Alors je sais qu'on est au salon, ex-salon de la MDD, mais ce qui est intéressant effectivement, c'est de voir que c'est la MDD et c'est la valeur qui a redonné de la croissance à ces segments-là. On pourrait parler effectivement de la salaison aussi, des jambons, de la viande fraîche. C'est un marché qui, depuis une dizaine d'années, a eu, depuis 2011, a eu 5 occasions supplémentaires par an. C'est énorme, hein. Et un panier d'achat qui a augmenté d'environ 1,6 euros par panier. Donc là aussi, c'est énorme. En termes d'occasion, en termes d'euros par occasion, c'est très forte croissance. On a regardé les catégories qui étaient le plus en croissance parmi nos 270 catégories. On voit que la bière, avec un effet météo, mais aussi un effet long terme, hein. La bière en long terme, elle est sur une croissance de 4-5% depuis aussi une dizaine d'années. Donc c'est une croissance qui est très forte. On a des catégories météo sensibles et après on a tout ce qui va être plat traiteur, les cafés, c'est très fortement de la valorisation. On est sur un marché, ce que moi j'appelle le marché d'éducation. C'est un marché de goût, un marché sur lequel de plus en plus on va créer de la valeur en éduquant le consommateur sur une manière différente de consommer. C'est vrai sur les marchés sur lesquels on peut parler de l'origine, des saveurs, je pense aux huiles d'olive, au poivre, au whisky, tous ces marchés sur lesquels il est facile effectivement de raconter une histoire. Alors évidemment, les produits frais et les produits traiteurs sont en très forte croissance. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quelles sont les attentes majeures des Français là-dessus? C'est principalement le naturel. Quand on pose la question aux Français de savoir quels sont les types, qu'est-ce qu'ils attendent vraiment, en fait, ils veulent des produits assez simples finalement, 100% naturels, sans additifs, sans colorants, sans. Pour ce qui est sans gluten et sans blé, ça arrive un peu plus loin. On est sur une population captive beaucoup moins importante, mais elle a quand même du potentiel. Ce qu'on voit aussi finalement, c'est que la population française a mangé plus de fruits, plus de légumes l'année dernière. Là, on est sur du frais libre-service, hein, c'est pas de l'emballé. Et que globalement, quand les magasins se transforment, ils offrent toujours une part plus importante à leur zone marché, à leur zone fraîche. Donc c'est une zone très intéressante aussi pour nos produits à nous ou pour vos produits à vous, puisque ces zones fraîches aujourd'hui, il n'y a pas que du frais à l'intérieur, il y a aussi un certain nombre de produits qui sont des produits emballés, qui sont des produits de longue conservation, mais qui peuvent avoir cet aspect-là de plus frais, très intéressant. Je pense au snacking, je pense à tous les produits apéros qui sont souvent à la limite effectivement de ces zones-là qui sont très valorisées et très intéressantes. Je vous passe les slides après, hein. Tous ceux qui notent, vous inquiétez pas. Et pour terminer sur les tendances, 8 minutes. Pour terminer sur les tendances, le bio évidemment. Alors le bio, c'est une croissance de 21% par rapport à l'année dernière. C'est une croissance qui est phénoménale. On est sur un poids du chiffre d'affaires qui est à 3,4%, mais qui est extrêmement concentré en fait. On a, je pense, 8 catégories qui font 50% du chiffre d'affaires du bio.
mais ça se démocratise. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on se rend compte que tous les profils aujourd'hui sociodémographiques font de la croissance, et en particulier, il y a un rattrapage sur les familles, sur les populations les plus jeunes, alors que le bio était quand même un peu plus l'apanage des populations plus âgées et plus aisées ces derniers temps. On le voit, hein, c'est une croissance qui est due assez fortement à une croissance de l'offre. Là aussi, c'est pas magique, c'est pas que magique. Si on veut acheter, il faut que les produits soient en magasin, évidemment. Alors le bio demain, c'est un certain nombre de relais de croissance. Là aussi, on voit qu'il y a des circuits qui sont sous-performants, notamment les hard discounters, qui aujourd'hui, ou les SDMP, qui aujourd'hui sont assez largement sous-performants sur le bio. Et avec une forte croissance par ailleurs, on voit que Lidl y va, et quand on sait que quand Lidl y va, c'est pas pour rien. Hein, généralement, ils ont des plans stratégiques assez impressionnants, assez forts. Donc ça, c'est intéressant. Alors j'avais dit 8 catégories, c'est 12 catégories, excusez-moi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le bio, c'est une vraie source de valorisation. Hein. C'est un indice 125 par rapport à sa catégorie. On sait aussi que une des raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher, c'est quand même l'indice prix qui est parfois un peu trop élevé, notamment sur une marque qui a un produit standard non bio et qui a le même produit en bio. Je pense aux pâtes par exemple, où on a des produits qui sont vendus 4 fois plus cher en bio. C'est un peu rédhibitoire ça en termes de performance derrière. Il ne faut quand même pas être trop déconnecté en termes de prix pour que les produits marchent. Intéressant aussi de voir que pour le bio, c'est pas l'apanage des grands groupes, puisque vous voyez que finalement les PME représentent 31% du chiffre d'affaires des bio en grande distribution. On a encore 45% du chiffre d'affaires qui est réalisé par la MDD. Et finalement, ce qu'on prévoyait, hein, c'est difficile pour un grand groupe, pour une grande marque d'aller sur le bio. Pourquoi? Parce que l'approvisionnement est peut-être plus difficile, j'allais dire la légitimité est plus difficile à acquérir. On est moins agile quand on est une grande marque ou un grand groupe, alors quand on est une plus petite marque, effectivement, on peut plus vite aller sourcer, aller chercher des sources de produits et transformer un peu nos produits. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Une croissance des PME sur le bio qui est phénoménale, hein, plus 35%. Je pense que de tous les chiffres qu'on a vus sur cette dernière heure, c'est peut-être le plus fort. Finalement, les PME, c'est aussi la source de croissance de la grande distribution, puisqu'il y a, c'est assez facile, hein, 0% de la croissance est due au MDD, un tiers sur les grandes marques, grands groupes, et 2 tiers sur les PME. Alors ce qu'on appelle PME chez Nielsen, sont les entreprises qui font moins de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, et après on les redécoupe, les petits groupes, on les redécoupe entre les TPE, qui sont ici qui sont les 9%, effectivement, qui font 9% de la croissance. Donc il faut moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, sont vraiment les entreprises plus locales. Ensuite, ce qu'on appelle les PME, donc les 2 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui font 37% de la croissance. Et puis les ETI, qui sont en jaune à 21% de la croissance. Donc ça, c'est des entreprises de taille intermédiaire, qui sont entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Et on est sur une croissance qui est une croissance assez homogène finalement, entre 4,5 et 6 de croissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde maintenant tous les industriels au-delà des 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, tous les gros industriels, ceux qui font le plus de croissance, donc il y a Pingo, c'est de la volaille, du poulet, merci, je me retourne vers, je connais pas tout par cœur, hein, désolé. Voilà, intéressant aussi de voir que c'est une croissance qui est assez saine généralement, qui est beaucoup plus axée sur du non-promo que sur de la promo, même si dans ces acteurs intermédiaires, et là on a pris tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on a pris tous les acteurs, toutes les grandes marques, tous les grands fabricants et puis les autres, et on voit que c'est vraiment des groupes de taille intermédiaire qui font la croissance. Le seul qui ressort en termes de croissance en absolu, puisque finalement, si on regarde la croissance en absolu, évidemment, on va retrouver des plus grands groupes. C'est Léa Nature qui est présent dans les deux tableaux, à la fois en croissance, en évolution valeur à plus 21% de croissance et en chiffre d'affaires avec 50 millions d'euros de gains par rapport à l'année dernière.
Et on retrouve Nestlé, Savencia, LDC, Carlsberg, beaucoup de bières, beaucoup de traiteurs là aussi, beaucoup de frais, avec une croissance qui est aussi assez saine. On se rend compte que les entreprises qui font de la croissance sur le long terme sont pratiquement toujours des croissances saines, très peu portées par la promotion. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est prendre des paris sur l'avenir, parce que finalement, on est déjà en fin mars pratiquement. Donc qu'est-ce qui va se passer sur 2018? Sur 2018, on avait dit l'année dernière qu'on serait à plus entre 1 et 1,5. Tout le monde nous avait dit, vous êtes fous, on va certainement être en négatif. Donc là, on continue à être fous, mais on est un petit peu plus serein, puisqu'effectivement, on prévoit une croissance aux alentours de 1,5%. Il y a des effets un peu contradictoires. On pense que la Coupe du Monde de foot pourrait avoir des effets positifs, surtout s'il fait beau. On sait que la météo a des impacts qui sont plus forts que les performances possibles de l'équipe de France de foot. Mais on est aussi dans un climat qui est un climat d'incertitude, notamment avec les EGA, où on ne sait pas encore exactement à quelle sauce on va être mangé en termes de prix, en termes de promo. Donc c'est un climat qui n'est pas évident pour les investisseurs et pour, j'allais dire, mettre en place des actions. Sur les circuits, on pense effectivement que le drive, la proxy vont continuer à faire des bonnes croissances. De toute façon, quand on regarde à l'extérieur de la France, c'est aussi ces circuits-là qui croissent. Le e-commerce, évidemment, il faut y aller. Le SDMP, là aussi, va continuer à croître, notamment avec les deux enseignes phares qui sont Lidl et Aldi. Dernière chose en termes de tendance, il y a une dizaine d'années, si on avait parlé du bio, on se serait dit, bon, c'est sympa, c'est pour les bobos parisiens, peut-être que ça va marcher un jour, mais c'est vraiment pas sûr. Là, on se rend compte effectivement que ce sont des tendances qui sont fortes. Ce qui est intéressant, c'est que ça amène tout le monde à s'intéresser aux signaux faibles finalement, de plus en plus, et à traquer de plus en plus les signaux faibles. Donc nous, c'est notre métier effectivement de traquer ça, de se dire est-ce que le sans gluten, est-ce que le vegan, est-ce que tout ça est intéressant? Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'y intéresser, il faut détecter ces choses-là en amont, parce que ce qu'on appelle les latecomers, donc les gens qui arrivent plus tard, c'est pas forcément impossible de rentrer dans ces marchés derrière ou d'être performant, mais ce qui est sûr, c'est que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Il vaut mieux être là en avance, programmer ces choses-là, tout en gardant ses fondamentaux, prix, promo, assortiment solide. Voilà, c'est facile à dire comme ça, hein, vu de l'extérieur en tant que consultant, mais ce qui est certain, c'est que la pertinence de votre offre demain, dans un environnement où les millennials, ça y est, je repars des millennials, vont avoir une part importante dans le choix, il va être prépondérant. Et voilà, c'est fini. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu.